Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas de contacter Ève Dufour. Ses coordonnées sont en bas à la gauche sur cette diapositive. Bonjour, je me présente, Nicole Lauzon, conseillère pédagogique du programme TA à l'école et la modératrice pour le webinaire d'aujourd'hui. Bienvenue au premier webinaire de TA à l'école pour l'année 2014-2015. La production de cette publication a été réalisée grâce au financement du ministère de l'Éducation. Veuillez noter que les opinions exprimées dans cette publication sont les opinions du bénéficiaire et ne reflètent pas nécessairement celles du ministère de l'Éducation. C'est avec fierté que l'équipe TA à l'école présente la conférencière Madame Ashley Marion qui présentera ce webinaire « L'engagement de l'élève dans la planification de son plan de transition, la clé du succès ». Avant de commencer, voici un peu d'item cuisine. Vous êtes placé en sourdine jusqu'à la fin du webinaire et à ce temps, vous aurez l'occasion de demander vos questions à Madame Marion. Au cours de la présentation, si vous souhaitez poser une question au personnel, veuillez entrer votre texte dans la case au bas du panneau de configuration et choisir de l'envoyer au personnel dans le menu déroulant. Pour de l'assistance technique, n'hésitez pas à communiquer avec Ève. Ses coordonnées sont affichées sur cette diapositive. Après le webinaire, nous vous enverrons les diapositives et les notes de la présentation de Madame Marion et un lien pour un sondage afin d'avoir vos commentaires concernant ce webinaire. Dans environ 2 semaines, l'enregistrement du webinaire sera disponible et nous enverrons un lien à tous les participants. Ceci prend soin des items cuisine. À ce temps, j'aimerais présenter Madame Ashley Marion, conseillère au service d'accessibilité à l'Université Laurentienne. Ashley Marion aide les étudiants et étudiantes qui requièrent des besoins spéciaux à améliorer leur qualité de vie et leur taux de diplomation. Elle possède un baccalauréat en service social et une formation approfondie dans le domaine des troubles d'apprentissage. Spécialiste en stratégie d'apprentissage, elle s'intéresse surtout aux membres du corps étudiant qui font la transition de l'école secondaire à l'université. Le Centre d'excellence universitaire lui a présenté des certificats de mérite en reconnaissance pour les efforts inlassables et son dévouement à la réussite de la clientèle étudiante. Bonjour, Madame Marion. Je vous cède maintenant la parole. Merci, Nicole. Salut tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, dans ce webinaire, on constate que les écoles secondaires et les universités ont fait déjà beaucoup d'efforts pour soutenir la transition et la réussite des étudiants et leur engagement dans les études, que leurs interventions ont gagné en efficacité et qu'ils ont la capacité de relever ces défis. Cependant, il reste encore des pistes à explorer pour mieux tenir compte de la dynamique de l'engagement. Ce webinaire portera donc d'une part sur la responsabilité de l'étudiant et son engagement dans sa transition et dans son projet de formation, et d'autre part sur la capacité des professionnels à développer et à soutenir cet engagement. Ensuite, nous allons explorer de nouveau la question de la réussite éducative, mais cette fois sous l'angle de cet engagement réciproque. À son entrée à l'université, le jeune adulte vit une période de transformation importante dans sa vie. Sa plus grande autonomie s'associe à une plus grande responsabilité sur tous les plans, autant dans sa vie personnelle, affective ou scolaire que dans sa vie sociale.
La connaissance des étudiants de ce qu'ils vivent, de leurs valeurs et de leur comportement par rapport aux études et la transition devient donc nécessaire dans ce contexte pour bien comprendre leur engagement et le susciter. Dans le cadre de ce webinaire, nous définissons l'engagement comme la décision volontaire de s'engager activement et profondément, mais aussi comme la participation active dans les activités d'apprentissage, bien sûr que dans la planification de la transition. L'engagement est un processus multidimensionnel qui met en jeu 4 types de mobilisation. La mobilisation affective, conative, cognitive et métacognitive. Les dimensions de l'engagement, étant complémentaires, contribuent tous à la transition et à la réussite de l'élève. Il est important pour les acteurs d'intervenir au regard de chacune d'elles, y compris la dimension institutionnelle liée à la vie universitaire et sociale. La mobilisation affective est l'origine et le moteur de l'action. C'est le désir d'apprendre, les aspirations, les attitudes et les perceptions de soi et du contexte d'apprentissage et de transition. Par exemple, l'élève identifie les raisons qui sont importantes pour lui, qui justifient qu'il fasse l'effort de s'engager à la tâche. Il identifie le sentiment d'être bien orienté, de pouvoir contrôler les cours de choses, d'être adapté et s'intégrer sur le campus, se sentir heureux dans la vie universitaire et le sentiment que la vie universitaire est source de nombreux apprentissages. La mobilisation conative signifie la quantité d'énergie investie par l'étudiant. L'élève, par exemple, utilise un agenda. Il planifie le temps pour chacune des étapes de la tâche. Il maximise le temps. Il se réserve des moments pour ses travaux scolaires. Il planifie des moments de repos et de loisirs. Il évite de travailler à la dernière minute. S'il a trop de travail, il établit des priorités. Et il s'installe confortablement pour ne pas se fatiguer inutilement. Alors voilà des exemples de comment l'étudiant conserve son énergie physique et psychique. La mobilisation cognitive est le travail intellectuel mis en œuvre par l'étudiant. L'élève se rappelle de ce qu'il sait sur le sujet, comment réaliser ce type de tâche et d'autres situations de réalisation de sa tâche. Il fait un plan. Il identifie les idées principales et les idées secondaires. Il fait des organisations graphiques, par exemple des tableaux, des schémas, des réseaux de concepts, etc. Notez bien la distinction émise par Prask entre l'approche d'apprentissage sérialiste et l'approche d'apprentissage globaliste. L'approche d'apprentissage sérialiste est centrée sur la reproduction la plus fidèle des connaissances. C'est donc du par cœur. Tandis que l'approche d'apprentissage globaliste privilégie davantage la compréhension. L'élève s'approprie des connaissances. Par exemple, il décrit les mots-clés, résume, paraphrase, trouve des exemples et des contre-exemples et fait des analogies. La mobilisation métacognitive. Alors, ce sont les stratégies par lesquelles l'étudiant prend conscience de ses démarches d'apprentissage, analyse les résultats auxquels elles aboutissent, les évalue pour éventuellement les réguler. Il est particulièrement important de mettre l'accent sur les stratégies du domaine métacognitif dans le cas des élèves ayant des troubles d'apprentissage. Le but est de développer le savoir-faire et le savoir-être. Ces savoirs vont lui permettre à gérer son trouble d'apprentissage dans différentes sphères de sa vie. D'abord, il s'agit d'une métacognition quantitative et qualitative.
L'élève se demande comment il aime apprendre, il se demande quand il est efficace pour apprendre, il identifie les compétences et les stratégies d'apprentissage dont il aura besoin, il juge s'il a bien travaillé ou non, il fait un exercice d'objectivation. Donc, il se demande, qu'est-ce que j'ai appris? Comment ai-je appris? Qu'est-ce que j'ai trouvé difficile? Facile? Qu'est-ce que j'ai aimé? Pas aimé? Il fait aussi un exercice d'auto-évaluation. Qu'est-ce que j'ai réussi? Pas réussi? Quelles sont les erreurs à corriger? Comment les corriger? Il ajuste constamment la réalisation de la tâche en fonction des difficultés ou des erreurs détectées en évaluation formative. Parlons maintenant de la planification de la transition. La planification efficace d'une transition est un processus important. D'après la note 156 du ministère de l'Éducation de l'Ontario, le plan s'assure que l'élève soit bien préparé en vue de ses buts postsecondaires, lesquels seront appropriés à ses points forts, ses besoins et ses intérêts. Cette même note rend compte que le plan amène l'élève à faire preuve de résilience. D'ailleurs, la relation entre les professionnels au secondaire et ceux à l'université forme la base d'une expérience de transition réussie. Elle assure la continuité des programmes et des services fournis aux élèves ayant des besoins particuliers en matière d'éducation et appuie l'amélioration du rendement des élèves ainsi que leur bien-être. Notons que pour être efficace, la planification doit avoir lieu à la fois sur le plan organisationnel et sur le plan individuel. Si l'élève participe activement à la planification de sa transition, cela pourrait l'aider à acquérir l'habileté à défendre ses intérêts, ce qui lui sera utile tout au long de sa vie. Donc, par sa participation active, le jeune concerné est encore plus encouragé à prendre la tête du processus, ce qui lui fournit l'occasion d'acquérir des capacités d'autodétermination, qui sont l'aptitude à déterminer son propre destin ou son propre plan d'action. Une majorité d'étudiants ne savent pas encore qu'ils ne savent pas travailler à l'université. Dubois et Roberge nous expliquent que plusieurs élèves qui éprouvent des troubles d'apprentissage ont pu compléter les études secondaires et se rendre à l'université grâce à l'aide constante d'un proche, soit un parent, un ami. Fréquemment, cette personne les a assistés dans presque tous les devoirs et leçons de leur parcours scolaire. Cependant, à l'université, la charge de travail s'alourdit et les lectures, rédactions, exercices se complexifient. Le proche qui venait en aide se trouve alors débordé et l'élève doit, pour la première fois, étudier seul pour un examen ou de rédiger sans aide un travail important. Il se trouve alors souvent fort démuni et doit donc rapidement apprendre à travailler de façon autonome. D'autres élèves qui ont des troubles d'apprentissage ont mis en place durant tout leur secondaire l'approche d'apprentissage sérialiste, c'est-à-dire des stratégies de mémorisation. Ils devaient lire un texte, on leur lisait et ils l'apprenaient par cœur. Ils devraient rédiger en classe une dissertation, ils la faisaient la veille et ils l'apprenaient par cœur pour le lendemain. Ils devaient étudier pour un examen. Il apprenait par cœur tout le chapitre sur lequel elle apportait l'évaluation. Une telle stratégie à l'université n'est pas très pertinente. Les textes à lire sont trop longs et trop nombreux, la matière couverte par un examen est trop vaste et les rédactions en classe sont beaucoup moins prévisibles. L'élève qui a l'habitude de passer par cœur doit alors trouver de nouvelles façons d'étudier ou de préparer une rédaction. D'ailleurs, les adolescents ayant des troubles d'apprentissage qui fréquentent l'université connaissent des difficultés qui sont bien en cause par la nature et le degré des atteintes neurologiques, mais ils connaissent aussi des difficultés qui sont causées par l'absence ou même le refus d'engagement. Donc, on constate que ces élèves ont une méconnaissance des conditions et des exigences des études universitaires, une méconnaissance de la somme de travail personnel exigée,
une perception erronée de la réussite scolaire, des nouveaux besoins de socialisation. Il faut aussi noter que les nouveaux arrivants ont de la difficulté liée à l'orientation scolaire et au choix de programme. Ils ont des méconnaissances des règles qui gouvernent l'éducation pour les élèves ayant des besoins spéciaux et les mesures d'adaptation pour les élèves ayant des troubles d'apprentissage. C'est pourquoi les professionnels de l'enseignement du palier secondaire et les conseillers des services d'adaptation universitaire doivent faire le point sur les éventuelles difficultés de l'étudiant dans son processus d'apprentissage et dans son processus de transition afin d'éviter sa démobilisation. Cette section du webinaire propose des conseils pour les professionnels de l'enseignement du palier secondaire. Évidemment, vous pouvez ajuster ces stratégies à votre situation ainsi qu'à votre propre façon de travailler, tout en prenant en considération le profil et les préférences de vos étudiants. Mais permettez-moi tout d'abord de vous faire part du Delta Screener. Le contenu de ce questionnaire est basé sur l'expertise de nombreux professionnels qui travaillent dans le réseau postsecondaire. Une partie de l'information s'adresse aux nouveaux arrivants ayant des troubles d'apprentissage. D'ailleurs, on leur demande s'ils ont reçu l'un des services suivants: de l'éducation spécialisée, de l'orthopédagogie, de l'enseignant ressources, du tutorat spécialisé, s'ils ont déjà bénéficié du soutien d'un plan d'enseignement individualisé, s'ils ont subi des tests individualisés pour leurs problèmes scolaires, soit une évaluation psychopédagogique, orthophonique ou scolaire, s'ils ont déjà reçu un diagnostic de handicap ou de trouble expliquant les difficultés qu'ils éprouvent au plan de l'apprentissage, si oui, lesquels. On leur demande s'ils ont été identifiés comme élèves exceptionnels par un comité d'identification, de placement et de révision, et s'ils ont reçu de l'aide pour planifier leurs études postsecondaires. Trop souvent, ils ne connaissent pas les réponses. Ils ont de la difficulté à préciser certaines difficultés d'apprentissage et d'expliquer pourquoi il est en ainsi. Ils ont même de la difficulté à décrire, s'il y a lieu, les mesures de soutien ou d'accommodement qu'ils ont obtenues et qui leur ont été utiles. Le règlement de l'Ontario 181-198 prévoit que le PEI d'un élève doit comprendre un plan de transition. Cette même loi exige que le plan de transition de l'élève doit être élaboré en consultation avec les parents et au besoin avec l'élève, les établissements d'enseignement postsecondaire et les organismes et les partenaires communautaires. Cependant, la majorité des nouveaux arrivants déclarent qu'ils n'ont pas reçu de l'aide pour planifier leurs études postsecondaires et malheureusement, le Bureau des services d'accessibilité à l'Université Laurentienne ne reçoit que très peu de requêtes des professionnels de l'enseignement du palier secondaire. D'ailleurs, les professionnels peuvent aider les étudiants à comprendre les détails de leurs troubles d'apprentissage. Donc, les élèves doivent cerner leurs forces, leur permettant de les en servir et de les perfectionner. Connaître les domaines qui leur sont plus faibles leur permet de trouver et de demander des accommodements à l'université. Les professionnels peuvent aussi aider les élèves à développer des habiletés d'apprentissage et des habitudes de travail. La résilience est au cœur des questions traitées dans ce webinaire en raison du rôle qu'elle joue dans la réussite du passage à l'âge adulte et son effet déterminant sur la santé et le bien-être à long terme. On reconnaît généralement que la résilience est nécessaire pour surmonter les épreuves et qu'elle nécessite des aptitudes et des habiletés qui permettent de vaincre les difficultés. Selon l'Agence de la santé publique du Canada, la résilience est aussi la capacité d'une personne de chercher à obtenir les soins et le soutien social dont elle a besoin. De plus, la capacité de recevoir ces soins et ce soutien auprès de sa famille, de sa collectivité et de son groupe culturel. Donc, voici d'autres habiletés à développer.
La fiabilité. Donc, l'étudiant assume ses responsabilités et respecte ses engagements. Il termine ses travaux et ses devoirs et les remet à la date d'échéance convenue. Il gère son comportement et en assume la responsabilité. Le sens de l'organisation. L'étudiant conçoit et met en œuvre un processus et un plan pour organiser son travail. Il détermine les priorités et gère son emploi du temps de façon à terminer les tâches et à atteindre les objectifs. Il identifie, rassemble, évalue et utilise des renseignements, des moyens technologiques et des ressources pour terminer les tâches. L'autonomie, l'étudiant fait de façon autonome des plans, des suivis, des évaluations et des révisions afin de terminer les tâches et d'atteindre les objectifs. L'étudiant utilise effectivement le temps alloué en classe pour terminer ses tâches. L'esprit de collaboration. L'étudiant collabore avec les autres dans le but de résoudre les différends et d'atteindre un consensus pour permettre à l'équipe d'atteindre ses objectifs. Il partage les renseignements, les ressources et l'expertise dans l'accomplissement de tâches afin de résoudre des problèmes, de prendre des décisions et de stimuler l'esprit critique. Le sens d'initiative, l'étudiant cherche et exploite de nouvelles idées et possibilités pour favoriser ses apprentissages. Il aborde les nouvelles tâches avec un esprit ouvert. Il reconnaît et défend de façon appropriée ses droits et ses responsabilités ainsi que ceux des autres. L'autorégulation, l'étudiant dirige ses apprentissages par l'établissement d'objectifs d'apprentissage personnel et le suivi de ses progrès. Il demande des éclaircissements ou de l'aide aux besoins. Il évalue ses points forts, ses besoins et ses champs d'intérêt et porte sur eux un regard critique. Il détermine les possibilités, des options et des stratégies en matière d'apprentissage qui lui permettront de répondre à ses besoins et d'atteindre ses objectifs. Et il fait preuve de persévérance et s'efforce de relever les défis. Donc, ces habiletés sont précisées dans le bulletin de progrès scolaire et continuent à être intégrées à l'université. À l'université, ces habiletés vont lui permettre de surveiller son programmement, de résoudre les problèmes susceptibles de subvenir lors de nouvelles situations, d'interagir convenablement avec les pairs, les professeurs et les professionnels, et de comprendre et d'expliquer ses forces en matière d'apprentissage et le type d'aide et d'aménagement susceptible de l'aider à répondre à ses besoins. De plus, les professionnels peuvent aider les élèves à participer dans la planification de la transition. Le présent guide fournit des exemples détaillés des étapes à suivre pour mettre en œuvre un plan de transition. Ainsi, il propose une liste de vérification des éléments du plan qui pourraient s'avérer utiles pendant le processus d'élaboration. Donc, l'engagement personnel de l'élève envers le plan de transition est indispensable à son succès. Son engagement sera plus profond s'il peut réellement participer. D'ailleurs, il peut déterminer les buts, il peut partager les informations sur ses centres d'intérêt, ses habiletés et ses espoirs pour le futur. Il peut déterminer les étapes et les mesures nécessaires. Il peut participer, par exemple, à l'évaluation conçue pour mieux cerner les habiletés et les besoins du moment. Il peut aussi participer à l'élaboration d'un portfolio de la transition tel qu'approprié. L'élève peut aider à établir l'échéancier et à établir les responsabilités. D'ailleurs, l'étudiant peut déterminer qui seront les partenaires de la transition de l'extérieur du système scolaire et il peut les inviter à participer à l'élaboration du plan de transition. Par exemple, il peut inviter des travailleurs sociaux, des fournisseurs de services actuels et futurs, des représentants universitaires et des conseillers des services d'adaptation universitaire. La composition de l'équipe de soutien à la transition peut changer au fil du temps, selon les besoins de l'élève et les mouvements qui surviennent au sein des organismes et du personnel. Il est important, selon le ministère de l'Éducation de l'Ontario,
que l'équipe s'engage à faire le suivi et qu'elle se réunisse lors des diverses étapes de la transition de l'élève. On encourage les étudiants à obtenir une évaluation ou une réévaluation psycho-éducationnelle pour déterminer les adaptations appropriées à l'université. Il est important de se rappeler que les lois qui régissent les mesures d'adaptation dans les universités diffèrent de celles qui régissent les écoles secondaires. Nombre d'institutions d'enseignement postsecondaire requièrent de la documentation plus spécifique et détaillée pour prouver un handicap que celle requise par les écoles secondaires, principalement pour prouver que l'étudiant souffre des troubles d'apprentissage. De plus, il est important de procéder à une évaluation lorsqu'un étudiant atteint l'âge adulte. Les évaluations tiennent compte des objectifs professionnels, des facteurs de vie pouvant avoir un impact important sur l'adaptation de l'étudiant et les responsabilités de l'étudiant dans le cadre de son apprentissage. À la suite de leur évaluation, les étudiants peuvent être admissibles à des services et des adaptations et ils auront une meilleure idée des approches d'apprentissage fonctionnant le mieux pour eux. Les conseillers des services d'adaptation universitaire peuvent leur aider à se servir de ces renseignements pour établir des stratégies d'apprentissage s'appuyant sur leur force d'apprentissage. Le Centre d'évaluation et de ressources du Nord de l'Ontario coordonne des évaluations au niveau postsecondaire en collaboration avec des praticiens du Nord de l'Ontario. Mais qui paye les évaluations? Certains étudiants sont couverts en vertu d'un régime d'assurance maladie complémentaire ou d'un autre programme d'aide aux employés. Ceux qui sont admissibles au régime d'aide financière aux étudiants et étudiantes de l'Ontario peuvent obtenir des bourses. Les étudiants à temps plein sont ceux qui suivent au moins 60% d'une charge de cours complète ou au moins 40% pour les personnes ayant un handicap. Pour avoir droit aux prêts canadiens ou ontariens, il faut s'inscrire à 60% au moins d'une charge de cours complète et suivre tous ces cours jusqu'à la fin. Donc, voici des ressources financières pour les étudiants ayant des troubles d'apprentissage. La bourse pour étudiants ayant une invalidité permanente, une valeur de 2 000 $ par année scolaire. Cette bourse aide les étudiants ayant des troubles d'apprentissage à payer leurs frais de logement et de scolarité, ainsi que leurs livres. La bourse servant à l'achat de l'équipement et de services pour étudiants ayant une invalidité permanente a une valeur jusqu'à 8 000 $ par année scolaire, est offerte aux étudiants ayant des troubles d'apprentissage qui ont besoin des services spéciaux ou de l'équipement spécialisé pour poursuivre leurs études. Cette aide financière non remboursable peut par exemple aider à payer les évaluations, les services de tuteurs, des preneurs de notes ou d'interprètes, ou encore à payer des aides techniques, comme les appareils de transcription en braille. La bourse sert à l'achat de services spéciaux ou d'équipements spécialisés nécessaires aux études dont on n'a pas tenu compte dans l'évaluation de leurs besoins. Alors, une autre étape et mesure nécessaire, c'est le rassemblement des renseignements spécifiques sur les universités, leurs programmes et leurs services de soutien, et en particulier les adaptations qui seront nécessaires pour répondre aux besoins de l'élève. Il peut être difficile de tirer toute l'information offerte par les universités et de cibler les détails importants. Alors, le guide de ressources pour étudiants handicapés créé par le Regional Assessment and Resource Center sert de référence rapide pour les étudiants, les parents, les enseignants et les conseillers d'orientation en ce qui a trait aux services offerts aux étudiants handicapés par les universités de l'Ontario. Par exemple, il explique les responsabilités du Bureau de soutien aux étudiants handicapés ainsi que le processus d'enregistrement et la documentation requise
par les étudiants qui font une demande de service. Tel que mentionné, la planification doit avoir lieu à la fois sur le plan individuel et sur le plan organisationnel. D'après coup, l'engagement étudiant signifie aussi les façons dont l'université utilise ses ressources et organise ses programmes d'études, activités d'apprentissage, services d'aide et de soutien et activités scolaires. Ceux-ci peuvent inciter les étudiants à participer, favorisant ainsi leur satisfaction, leur persévérance et leur diplomation. Et donc, l'Université Laurentienne propose un vaste éventail de services de soutien visant à répondre aux besoins de tous ses étudiants. En voici quelques exemples. Le Centre de santé pour l'étudiant offre les mêmes services qu'un médecin de famille ou qu'il offre des services plus restreints avec des recommandations à des médecins locaux. Le Centre de consultation offre du soutien et consultation pour les étudiants qui ont besoin d'aide en matière d'anxiété ou d'instabilité émotive, de relations, de dépression, d'abus d'alcool ou de drogue ou d'autres problèmes personnels. Le Centre de gestion des carrières propose des tableaux d'emploi et de choix de carrière et parfois des services de placement et d'aide à la rédaction de curriculum vitae. On est ici dans une relation d'engagement réciproque, celui de l'université au regard de la réussite de l'étudiant et celui de l'étudiant dans l'utilisation des moyens qui lui sont offerts pour réussir. L'Université Laurentienne s'engage à assurer une transition réussie. D'ailleurs, elle offre des visites guidées du campus, des programmes de visite d'école, des visites d'écoles secondaires et foires, des portes ouvertes et des soirées parents. Le Centre d'excellence universitaire est un carrefour de ressources pour la population étudiante, offrant une approche personnalisée par intermédiaire de programmes. Dans le cadre du programme d'avantage scolaire, les conseillers pédagogiques aident les membres de la population étudiante à prendre d'importantes décisions touchant l'avenir, à réaliser leur plein potentiel et à profiter de toutes les possibilités qu'offre l'enseignement supérieur. Les programmes sont offerts à chaque stade de l'expérience universitaire afin d'assurer un soutien tout au long des études. Le programme d'avertissement précoce. Le programme offre aux besoins une mesure de précaution et l'intervention qui s'impose à la fin de chaque trimestre. Il permet aux étudiants ayant des difficultés d'évaluer leur rendement scolaire, de percevoir les problèmes et de réajuster leur stratégie d'apprentissage afin d'augmenter leurs chances de réussite. L'aide à l'apprentissage est offerte sous forme de ressources et de possibilités d'améliorer la capacité d'apprendre et de concrétiser les réussites scolaires. L'aide à l'apprentissage comprend les programmes de transition, le programme Écrire pour apprendre, le programme de certificat de formation en tutorat, le registre des tuteurs, les ateliers d'études avec les pairs et le programme sur la bonne voie. Les spécialistes en stratégie d'apprentissage aident aux élèves à améliorer leurs aptitudes aux études, y compris leurs habiletés pour la pensée critique, la prise de notes, la rédaction, la résolution de problèmes et la préparation aux examens. L'exploration des programmes d'études et la planification de carrière. Les membres de la population étudiante négligent souvent de planifier leur carrière à la fin des études, ce qui est une grave erreur car ils pourraient se rendre compte qu'ils n'ont pas suivi le programme approprié, qu'ils n'ont pas tous les cours requis pour l'obtention du diplôme. Ils réalisent qu'ils doivent accomplir afin de trouver leur premier emploi après les études. Grâce à l'exploration de programmes d'études et de planification de carrière, les étudiants sont préparés pour faire des choix éclairés à l'avance au sujet de leur carrière et poursuivre les activités de perfectionnement de carrière afin de pouvoir entreprendre une recherche d'emploi fructueuse après l'obtention du diplôme.
De plus, le Centre d'excellence universitaire offre des expériences permettant d'acquérir des connaissances et compétences à l'extérieur des cours, y compris le bénévolat, le service communautaire et les services parascolaires. En outre, le programme d'engagement de la population étudiante cherche à améliorer la pertinence des programmes d'études. L'université a effectivement une grande responsabilité par rapport à l'expression de l'engagement des étudiants. Environ 8% de la population étudiante de l'Université Laurentienne a une incapacité quelconque. D'ailleurs, elle offre d'autres services s'adressant directement aux étudiants handicapés par l'entremise du Bureau des services d'accessibilité. Le Bureau favorise la sensibilisation aux troubles divers, assure la promotion de l'innovation sur le campus, assure l'éducation de la communauté en matière d'accessibilité. De plus, il favorise l'émergence de réseaux sociaux de qualité. La qualité des réseaux sociaux des nouveaux arrivants est importante puisqu'elle est associée à l'adaptation des jeunes adultes pendant tout leur cours universitaire. Dans ce contexte, l'université offre des journées d'accueil qui permettent aux élèves de côtoyer leurs nouveaux pairs et de développer de nouvelles relations. Certains auteurs suggèrent de privilégier l'encouragement au travail en équipe structurée, les contacts répétés entre groupes de jeunes et enseignants et l'entraide entre les pairs qui constitueraient autant de moyens à privilégier pour développer, maintenir ou encore renforcer des attitudes favorables à la réussite scolaire chez les nouveaux arrivants. Ainsi, le bureau offre un programme de transition. Il permet aux étudiants ayant des troubles d'apprentissage de découvrir les services, les installations et le matériel qui existent sur le campus et la façon d'y avoir accès. De prendre de l'avance en ce qui concerne les démarches administratives et obtenir de l'aide pour remplir les formulaires et suivre les procédures. D'apprendre de nouvelles façons de gérer leur temps, de bien prendre des notes et d'étudier de façon plus efficace. D'apprendre à écrire et à rédiger comme il est requis au niveau postsecondaire. D'apprendre de nouvelles technologies qui faciliteront la lecture et la rédaction, de comprendre ce que signifie avoir des troubles d'apprentissage et comment les gérer avec succès, et de rencontrer d'autres nouveaux arrivants. Dans le cadre d'un suivi personnalisé, les conseillers vont recommander et fournir des mesures d'adaptation raisonnables et appropriées, des ajustements ou des services de soutien. Par exemple, les étudiants peuvent demander sur rendez-vous une visite privée pour se familiariser avec la bibliothèque et ses services. Il est aussi possible de prendre rendez-vous avec le bibliothécaire chargé des services d'accessibilité pour une consultation de recherche. On peut assister un étudiant dans l'élaboration d'une stratégie de recherche documentaire et offrir de la formation sur l'emploi de divers outils et ressources de la bibliothèque. Voici quelques mesures d'adaptation offertes. Plus de temps pour les examens, pas plus d'un examen par jour, accès à un ordinateur ou à un vérificateur d'orthographe lors des examens, l'utilisation d'un magnétophone pour enregistrer les exposés, un preneur de notes en classe, un interprète gestuel, des médias substituts. Il faut noter que les étudiants ne recevront pas automatiquement les mêmes mesures d'adaptation dans une université qu'à l'école secondaire. Alors, si possible, l'étudiant devrait communiquer avec le Bureau des services d'accessibilité avant le début des classes pour organiser une rencontre face à face et pour se munir d'un bagage d'informations qui lui aidera pendant son parcours à l'université. Dans le cadre de suivi personnalisé, les conseillers vont aider les élèves à maîtriser certaines habiletés générales. Par exemple, l'habileté à défendre ses intérêts. Et donc, on aide l'élève à se connaître en tant qu'apprenant, à connaître les soutiens nécessaires pour réussir, et on lui aide à communiquer ses besoins de façon appropriée.
On lui guide vers une plus grande autonomie, c'est-à-dire la capacité de s'autogérer, de prendre des décisions et d'en assurer les conséquences. Donc, on évite de faire un travail à sa place. On lui confie des responsabilités. On l'encourage à terminer ce qu'il entreprend, que ce soit des travaux scolaires, des activités sportives ou artistiques, des initiatives ou d'autres engagements. On lui permet de faire des expériences, même s'il risque de faire des petits dégâts. On encourage sa curiosité. On lui permet de se mériter des privilèges pour récompenser ses efforts. Et on le laisse vivre les conséquences naturelles de ses actes, même si elles sont désagréables. On aide l'élève à gérer le stress. On lui aide à faire connaître les situations qui produisent du stress. On lui aide à reconnaître quand le stress s'accumule. Et la disponibilité des stratégies d'adaptation, l'accès à celles-ci et leur utilisation. Dans le cadre d'un suivi personnalisé, les conseillers vont aussi aider l'élève à maîtriser certaines habiletés, les habiletés d'apprentissage, les habitudes de travail. Il faut noter que les élèves qui ont des troubles d'apprentissage ont de la difficulté à mettre des stratégies d'apprentissage en pratique. Parfois, ils ne disposent pas les stratégies nécessaires. Ils choisissent des stratégies qui ne sont pas efficaces ou appropriées, ou encore ils ont de la difficulté à faire de l'autorégulation. Il est important d'enseigner aux élèves à penser comme à penser lorsqu'ils apprennent de nouvelles habiletés, lorsqu'ils utilisent des habiletés qu'ils possèdent déjà et lorsqu'ils essaient de résoudre des problèmes ou d'exécuter des tâches. Le progrès de l'élève dépend de son attitude à utiliser des stratégies de manière indépendante ainsi qu'à les appliquer à de nouvelles situations. L'enseignement des stratégies revêt plusieurs étapes importantes. Les conseillers doivent notamment se préparer avec soin, donner des explications et présenter des modèles explicites. Les élèves doivent toujours avoir l'occasion de mettre les stratégies en pratique et que cette pratique soit guidée. La responsabilité de l'utilisation des stratégies pourra alors passer du conseiller à l'élève. Voici quelques stratégies d'apprentissage à enseigner pour intégrer les domaines de compétences. Donc, pour le domaine métacognitif, on enseigne des stratégies de raisonnement, des remue-ménages et des techniques d'étude et des habiletés d'organisation, comme établir des objectifs, la gestion du temps, la prise de notes, la préparation aux examens. Dans le domaine du traitement de l'information, on enseigne des stratégies pour la réception de l'information, on leur parle davantage de l'attention, de l'organisation, l'emmagasinage et l'extraction de l'information, la répétition et les procédés mnémotechniques. Pour le domaine de la communication, on enseigne des stratégies reliées aux habiletés auditives, aux habiletés langagières et des stratégies reliées à la production du langage. Dans le domaine scolaire, on enseigne des stratégies de lecture, d'expression écrite, d'épellation et bien sûr des stratégies mathématiques, sciences et d'études sociales. C'est important aussi d'enseigner des stratégies dans le domaine de socialisation et de l'adaptation. L'estime de soi, par exemple. L'estime de soi est engendrée par les sentiments de dignité, d'appartenance, de compétence et d'influence ou de pouvoir. Donc, on peut stimuler la confiance des étudiants en soulignant ses qualités et ses habiletés. On peut lui permettre d'utiliser et de faire valoir ses connaissances et compétences en divers domaines, en valorisant le travail fait, l'effort fourni, félicitant de ses réussites ou de ses progrès, lui faisant remarquer ses progrès, le sécurisant et l'encourageant face à une difficulté,
l'aidant à identifier ses forces et ses faiblesses, et croyant que plus tard il sera quelqu'un de bien. D'ailleurs, il faut décrire l'utilité de la stratégie et donner des exemples pour illustrer à quel moment et dans quelle situation les stratégies peuvent être employées. Il faut faire en sorte que l'élève s'engage à apprendre les stratégies. L'élève peut donc s'engager à l'élaboration d'un portfolio. Le portfolio permet de cerner les besoins relatifs aux 4 dimensions de l'engagement que nous avons donc discuté tantôt. Comme document relatif à la mobilisation affective, on peut évoquer les progrès qu'il a réalisés, mais aussi des exemples personnels ou des exemples qui lui sont particulièrement parlants, des créations originales ou encore des productions relatives à son vécu personnel. Comme document relatif à la mobilisation cognitive, on trouve par exemple des exercices résolus par l'élève, des compositions, des problèmes résolus par lui, des synthèses réalisées par lui et des plans d'apprentissage. Comme document relatif à la mobilisation métacognitive, on peut citer des grilles d'auto-évaluation qu'il a construites ou qu'il a remplies, des commentaires personnels sur sa méthode de travail. Et comme document relatif à la mobilisation cognitive, on trouve des choses comme des traces de projets personnels, des évocations des valeurs, des contrats de travail pour remédier à telle ou telle faiblesse. Notons également que c'est surtout cette dimension qui est visée par l'initiative même du portfolio, dans la mesure où il s'agit d'une personnalisation de son parcours. Cette section du webinaire concerne les étudiants ayant des troubles d'apprentissage. Tel que discuté, la transition et la réussite concernent tous les agents éducatifs de l'élève. Toutefois, l'étudiant demeure le principal artisan de sa réussite. Mais pour ceux qui ont des troubles d'apprentissage, cet exercice est parfois plus exigeant. Les élèves ont à relever certains défis. Notamment, ils doivent vivre l'acceptation de leur trouble d'apprentissage. L'arrivée à l'université est souvent le moment douloureux où les élèves qui ont des troubles d'apprentissage doivent, en tant que jeunes adultes, faire le point sur leur situation, abandonner certains espoirs et apprendre à accepter leurs conditions et les conséquences qui en découlent. Ils doivent aussi parfois accepter quelques compromis par rapport au parcours dont ils rêvaient, avoir un horaire allégé, prendre une année de plus pour compléter leur programme ou pour avoir une charge de travail plus réaliste. Dans certains cas plus lourds, ce compromis peut même signifier une réévaluation de leur choix de programme pour s'orienter vers un domaine où leurs troubles d'apprentissage ne constitueront pas un handicap insurmontable. Les élèves doivent divulguer leur trouble d'apprentissage. Il est compréhensible qu'ils hésitent à déclarer à leur arrivée à l'université qu'ils ont des troubles d'apprentissage ou qu'ils tentent par tous les moyens de les cacher aux autres élèves. Trop souvent, cependant, cette attitude leur nuit et peut même compromettre sérieusement leurs chances de réussite, puisqu'ils ne bénéficient pas tant qu'ils ne déclarent pas leurs besoins des accommodements auxquels ils auront droit et qui leur sont souvent nécessaires pour réussir. Les élèves doivent aussi apprivoiser l'autonomie nouvelle dont ils jouissent. Les élèves ayant des troubles d'apprentissage doivent travailler plus fort pour arriver au même résultat que les autres. Ils doivent donc rapidement tirer profit des trous dans l'horaire entre deux cours qui peuvent leur permettre de travailler à l'université sur leurs devoirs ou d'avancer leur lecture. Ils doivent apprivoiser un nouveau rythme d'apprentissage. Les sessions sont plus courtes qu'au secondaire. Les élèves qui souffrent de troubles d'apprentissage doivent alors s'ajuster plus rapidement aux exigences d'un cours d'un enseignant. Chaque évaluation ayant une pondération relative plus importante, les échecs peuvent
vite compromettre la réussite d'un cours. Également, la durée des cours est plus longue. Pour un élève qui a du mal à prendre des notes de cours ou à lire des documents, cela a des conséquences importantes. Donc, l'adaptation exige une grande capacité d'auto-évaluation. L'élève doit s'adapter à la longueur et à la complexité des tâches de lecture et d'écriture qui leur sont demandées. Et bien sûr, les tâches sont plus longues, plus nombreuses et surtout plus complexes que celles qu'ils ont connues au secondaire. Il faut qu'ils apprennent à les faire efficacement, souvent en mobilisant des stratégies nouvelles. Aussi, les élèves doivent s'attendre à devoir sensibiliser les différents intervenants de l'université à la réalité des troubles d'apprentissage. Les troubles d'apprentissage ne sont pas encore suffisamment connus et certains préjugés demeurent répandus. Les élèves qui souffrent de tels troubles devront expliquer la nature de leur atteinte et ses conséquences dans leur vie d'élève. Il leur faut donc être capable d'expliquer clairement la réalité et de bien comprendre quels sont les besoins, leurs droits et leurs obligations d'élèves. Donc, quels indices permettent de croire que l'étudiant s'engage? Celui qui s'engage va participer à l'élaboration et à la révision du plan de transition. Il va recevoir de l'appui à l'apprentissage et à la transition. Il va augmenter le nombre d'heures de travail en semaine et en fin de semaine. Et il va aimer travailler ses cours. Il va avoir la volonté de travailler en profondeur. Il va se fixer un programme de travail. Il va essayer de comprendre la matière en profondeur. Il va faire des rapprochements entre les différentes notions. Il va chercher à tout comprendre dans les détails. Aussi, il va relier la matière à celle d'autres cours, à des situations de la vie concrète, à ses propres connaissances. Il va faire des rapprochements entre les parties du cours. Il va se consacrer énormément à ses études et il va s'engager d'ailleurs sur les plans personnels, sociaux et professionnels selon ses capacités et ses objectifs. Donc, on constate que l'engagement comprend donc des aspects quantitatifs et qualitatifs. Il peut être en présentiel, c'est l'investissement de l'étudiant ou des activités d'apprentissage organisées par le professionnel d'enseignement ou le conseiller, ou hors présentiel, l'investissement en dehors des heures de cours dans les activités d'apprentissage qui se programment à domicile. Donc, la réussite exige non seulement la capacité de répondre efficacement aux exigences universitaires, mais aussi de surmonter le déséquilibre provoqué par le passage d'un environnement connu, donc le milieu familial et l'enseignement secondaire, à un environnement de vie inconnu, le campus et les études universitaires. Pour ce faire, ils connaissent leurs difficultés, ils savent ce qu'ils sont capables de bien accomplir, ils acquièrent des compétences appropriées, ils savent ce qui peut les aider, ils demandent de l'assistance et ils en reçoivent. Ceux qui réussissent prennent en main le processus de planification de sa transition et sollicitent par elles-mêmes le soutien des autres, plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne les aider, et elles sont prêtes à accepter de l'aide lorsqu'elle est offerte. En somme, la transition vers l'université est largement conditionnée par les stratégies développées par les établissements secondaires pour préparer les étudiants à la vie et aux exigences de l'enseignement postsecondaire. L'objectif est d'apprendre à l'étudiant à se connaître, à savoir comment il travaille, à comprendre comment il apprend, comment il restitue les connaissances, comment il s'engage et enfin, comment il défend ses intérêts. Donc, on constate que l'accompagnement peut être à la fois informatif. On donne un maximum d'informations à l'étudiant sur son avenir au sein de la vie universitaire et de ses perspectives. L'accompagnement peut être préventif. On donne aux étudiants toute une série d'outils nécessaires à la réussite universitaire, tels que l'initiation aux méthodes de travail, l'étude de stratégies d'apprentissage
ou le perfectionnement de l'expression orale et écrite, suivant les attentes du monde universitaire. Et l'accompagnement peut être formatif. C'est le développement des compétences indispensables à la formation de l'étudiant, mais surtout à son futur professionnel. Dans le cadre de leur obligation d'accommodement, les professionnels de l'enseignement au niveau d'école secondaire et les conseillers des services d'adaptation au niveau universitaire doivent prendre des mesures en vue de planifier les adaptations offertes aux élèves et étudiants handicapés. Pour être efficace, la planification doit avoir lieu à la fois sur le plan organisationnel et sur le plan individuel auprès de chaque élève, étudiante ou étudiant qui a besoin d'adaptation. Et donc, d'après la Commission ontarienne des droits de la personne, les fournisseurs de services d'éducation doivent veiller à ce que leur plan d'accessibilité soit conforme au texte de la loi et aux politiques sur les droits de la personne. Le plan doit décrire les engagements précis de l'établissement d'enseignement concernant l'accès égal de tous les élèves ou étudiants aux services d'éducation et d'adaptation. Les fournisseurs de services d'éducation devraient également concevoir un plan d'adaptation pour chaque élève ou chaque étudiante ou étudiant handicapé ayant des besoins d'adaptation en consultation avec cet élève ou cette étudiante handicapée, un de ses parents ou son tuteur, sa tutrice. Au palier secondaire, les plans d'adaptation seront probablement plus normatifs et structurés et incluront des objectifs d'apprentissage. Par contre, au palier postsecondaire, les étudiants préféreront peut-être exercer un plus grand contrôle dans sa planification des mesures d'adaptation qui leur sont destinées. Les plans porteront probablement davantage sur les services précis d'adaptation ou les modifications des méthodes d'évaluation et ne seront pas autant liés aux résultats d'apprentissage. Au palier secondaire, le plan d'adaptation devrait également inclure un énoncé des besoins de l'élève en matière de transition. Le but consiste à planifier le programme d'études de l'élève pour faciliter sa transition de l'école secondaire à sa destination postsecondaire. La planification de la transition est également appropriée dans les situations où les élèves passent d'un milieu d'apprentissage à un autre. Les fournisseurs de services d'éducation devraient recueillir des données statistiques à des fins de contrôle, de prévention et d'élimination de la discrimination systémique et indirecte. Lorsqu'une analyse des données révèle des écarts importants concernant des tendances relatives à l'identification, au placement, aux mesures disciplinaires, à l'obtention du diplôme ou au taux de décrochage, les fournisseurs de services d'éducation devraient examiner et reviser leurs politiques, pratiques et procédures pour assurer leur conformité au Code de droit de la personne de l'Ontario et la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. En mettant en place les conditions favorables à la transition de ces étudiants, nous pouvons s'assurer que ces derniers aient un plus large accès à l'éducation supérieure et d'autre part les aider à réussir leurs études. De plus, on renforce leurs chances d'accès à l'emploi, leurs possibilités d'inscription sociale et on contribue à mettre à l'arrière-plan les préjugés qui peuvent entourer la déficience. Enfin, la préparation à une entrée scolaire réussie ainsi que la persévérance et la réussite scolaire doivent mobiliser les professionnels de l'enseignement du secondaire et les conseillers universitaires. Ils doivent faire en sorte que leur milieu soit signifiant, que les étudiants ayant des troubles d'apprentissage puissent y trouver le sens nécessaire à leur engagement dans leur plan de transition et dans leur projet de formation. Donc, tous ont un rôle à jouer dans la transition qui mènera à la clé du succès.
Merci. Je cède maintenant la parole à Nicole. Merci beaucoup, Ashley, pour cette présentation très intéressante. Si quelqu'un a des questions, veuillez cliquer sur le bouton Lever la main sur votre panneau de configuration. Vous tapez votre question dans la fenêtre de chat au bas du tableau. Et nous avons une question ici de Liette Levac. Pourquoi un élève bénéficiant d'un PEI d'adaptation au secondaire ne peut pas bénéficier des services spécialisés dans une évaluation formelle? Sans une évaluation formelle, c'est-à-dire? Souvent, le critère de diagnostic diffère d'un niveau, d'un établissement secondaire à l'autre. Alors, le CERNO, c'est le centre d'évaluation. Eux, ils ont un critère spécifique à la diagnostic. Alors, ça aide les conseillers à se comprendre, à comprendre la diagnostic et de fonctionner à partir d'un seul document. Nous avons une autre question ici. Y a-t-il des moyens ou des efforts mis en place pour sensibiliser les professeurs universitaires aux troubles d'apprentissage? Oui, chez vous à l'université? Oui, il y en existe plusieurs à la Laurentienne. D'ailleurs, nous avons des rencontres fréquentes avec chaque école, chaque programme. On leur explique notre mandat, nos services, les stratégies ainsi que les technologies qui sont disponibles. Et même les professeurs sont dans la mesure d'inclure dans leur syllabus, de promouvoir nos services. Alors, encore une fois, c'est un exemple de l'importance de la collaboration entre les professionnels. On les invite aussi à participer lors de notre programme de transition. Alors, ils viennent faire des séances, des présentations. Alors, les élèves apprennent à les connaître et les profs apprennent plus au sujet de nos services aussi. OK, merci Ashley. Une autre question ici. Comment récente doit être l'évaluation psychoéducationnelle? L'évaluation la plus récente, je dirais, dès que l'élève soit adulte, alors 18 ans, 19 ans, alors ça suffit. Ça va être la dernière évaluation. Et puis, j'en ai une autre ici. Comment pouvons-nous améliorer la ligne de communication entre les professionnels de l'enseignement et les professionnels dans les établissements postsecondaires? Ça, c'est une bonne question. En fait, ça fait partie de notre stratégie. On travaille avec le bureau de liaison présentement pour améliorer cette communication. D'ailleurs, on a l'intention d'être reconnu comme l'université le plus accessible. Alors, l'intention, c'est d'être plus visible, de se présenter dans les écoles comme département. Parce que comme c'est là, les requêtes viennent de notre bureau d'orientation. Mais nous, comme bureau, communauté des services d'accessibilité, on va être plus visible. Alors, c'est sûr qu'il y a des démarches dans le futur pour créer ce lien-là. OK, merci Ashley. Nous avons une question ici. Pourquoi l'élève a-t-il besoin d'un diagnostic pour bénéficier d'adaptation à l'université alors que ce n'est pas le cas au secondaire?
Ça, c'est une bonne question. Premièrement, ça aide, encore une fois, ça nous donne un cadre de référence comme conseiller. Alors, de cette façon-là, nous avons des pièces, des mesures. Il y a des pratiques qui régissent nos séances avec les étudiants. Oh, excuse. Est-ce que vous êtes là? Ici. Ashley, il y a peut-être une confusion ici. On ne parle pas ici d'une difficulté d'apprentissage, on parle plutôt d'un trouble d'apprentissage. Et quand on parle d'un trouble spécifique d'apprentissage, habituellement, l'élève a une évaluation psycho-éducationnelle, dans le sens, un trouble, c'est spécifiquement, on peut mettre il est dyslexique ou les fonctions exécutives qui ne fonctionnent pas. Alors, je pense qu'on regarde réellement à un trouble spécifique. Tandis qu'une difficulté d'apprentissage, un trouble, ça ne peut pas se surmonter. Le trouble va toujours être là, mais la difficulté d'apprentissage, c'est que l'élève, la difficulté va disparaître éventuellement. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Merci, Nicole. OK. Nous avons une autre question ici. Qu'est-ce qu'un étudiant devrait faire si un professeur universitaire refuse de discuter de son trouble d'apprentissage avec lui? L'étudiant peut travailler avec son gestionnaire de cas afin de trouver des pistes de solutions. D'ailleurs, c'est en ce moment-là on se pratique avec la défense des droits, des intérêts. Puis pour répondre à la question, l'autre question, c'est qu'on travaille avec les profs pour les sensibiliser qu'en fait, c'est la loi. C'est leur droit, c'est leur obligation. Alors, souvent, c'est plutôt un manque de sensibilisation. Alors, lorsqu'on approche le prof avec cette information-là, il est plus apte à collaborer avec notre département et avec l'étudiant. OK. Merci, Ashley. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? C'est bien. Alors, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Alors, nous allons mettre fin à la séance de questions et infos. Désolé, à la séance de questions et réponses, c'est-à-dire, si vous avez d'autres questions, écrivez-nous à info@ta-alecole.ca et nous veillerons que vos questions obtiennent une réponse. Si vous désirez vous garder à jour sur les webinaires gratuits, s'il vous plaît, trouvez inscrit à TA à l'école à la page d'accueil en entrant votre adresse courriel dans la boîte d'inscription en bas de la page. On vous invite aussi à nous suivre sur Twitter à TA à l'école. J'aimerais remercier Mme Ashley Marion pour sa belle présentation et je tiens également à remercier tous nos participants qui ont assisté aujourd'hui. N'oubliez pas que nous enverrons les diapositives de Mme Marion et un court sondage à la fin du webinaire. Nous serions reconnaissants si vous preniez le temps de le remplir afin que nous puissions utiliser cette information lors de la conduite de futurs webinaires. Nous vous rappelons aussi qu'un lien vers le webinaire enregistré sera envoyé dans environ 2 semaines. Merci encore d'y avoir participé et bonne fin d'après-midi à tous.